Alors, Annabelle, vous m'arrêtez si je me trompe. 3D Foodies, une technologie d'impression 3D alimentaire. Et on n'a pas de micro non plus. Ah. Merci beaucoup. Voilà, désolé, je vous avais pas vu monter son micro. Donc, une technologie d'impression 3D alimentaire qui permet notamment de développer des produits de merchandising alimentaire, par exemple pour une marque, pour un événement, pour tout un tas d'applications. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça ? Ah, le micro ne marche pas non plus. Vous m'entendez ? Oui, très bien, voilà. Donc 3D Foodies est une start-up qui propose en fait une prestation de conception. On imprime de l'alimentaire en 3D. Très bien. Je crois que vous avez une petite présentation. On va essayer de la faire défiler. On m'a dit que c'est le bouton qui est effacé. Est-ce que c'est bien celui-là ? C'est pas moi qui déclenche, j'ai l'impression. Ah, voilà, très bien. Voilà. Donc 3D Foodies, notre métier... Non. C'est le bouton effacé, c'est celui-ci. Voilà. Non, bon. J'appuie sur le bouton effacer. Alors, je ne sais pas si c'est la régie qui contrôle le... Non, eh bien, ça ne prend pas. Très bien. Bon, on va en parler en quelques mots, on verra pour la présentation. On peut mettre le fond et puis voilà, très bien. Donc, l'impression en 3D sur sucre ou pulpe naturelle, c'est ça ? Oui, donc notre métier, c'est de faire de la conception, de la production et de la commercialisation d'objets imprimés en 3D. Le cœur en fait, de l'impression 3D repose sur 3 sujets. On a un premier sujet, c'est au départ, en tant que client, vous avez un fichier 3D ou numérique de l'objet que vous voulez imprimer, ou alors on vous accompagne dans la conception, ou alors on peut scanner un objet. Donc, comme toute logique d'impression 3D, on part d'un fichier numérique que l'on envoie à l'imprimante en termes d'information. C'est là toute l'innovation de 3D Foodies. On a développé avec Denis Audebert, mon associé, une imprimante 3D alimentaire pour les professionnels qui fonctionne en fait sur du volume. Donc, c'est une imprimante qui permet, en termes de cadence, de faire 1000 pièces par jour et par imprimante. On a amener en fait une plus-value dans l'esthétique par la finesse de réalisation. On fait des objets de l'ordre de 100 microns en termes de finesse. L'intérêt, c'est la couleur. On a développé aussi la possibilité, grâce à ces imprimantes, de retrouver les 6 millions de couleurs que l'on peut avoir en imprimante à plat, partant en fait des couleurs primaires qui permettent de faire toute la déclinaison. Tout l'intérêt de ces imprimantes, c'est la personnalisation. Donc on n'est pas dans l'agro-industrie, on n'est pas dans l'artisanat, on se situe entre les deux. On propose en fait des séries courtes, on va dire de l'ordre de 200 pièces. Jusqu'à combien ? Ah, on a reperdu le micro, pardon. Décidément. Ah, peut-être. Eh bien, nous sommes maudits. Non, je crois qu'il est... Hop. Je vous prêterai bien le lien, mais il est un petit peu compliqué à enlever. Non, je ne l'ai pas. On va changer de micro. Désolé. Hop. 1, 2. Celui-ci marche. Voilà. Très bien. Donc des séries, vous disiez... Donc on était sur l'imprimante. Des séries courtes de 200 à 200 000 pièces. Donc voilà pour notre métier. Wow. Voilà, la présentation marche. Donc on a vu la partie modélisation, un fichier numérique. On vient de voir aussi l'imprimante 3D que l'on a développée. Il nous a fallu à peu près 2 ans et demi pour arriver à un résultat sur la machine. Le troisième sujet de R&D, c'est la matière. Les matières en l'état n'existaient pas. Donc il a fallu... On est un petit peu en retard, il faut qu'on avance un petit peu dans la présentation. On va aller à la matière. Voilà, les 200 pièces, on en a parlé. Vous faites une révision comme ça. 6 millions de couleurs, on en a parlé. Voilà. Nous y voici. Parfait. On vous écoute. Donc, qu'est-ce qu'on imprime ? Aujourd'hui, on est en maîtrise sur du sucre, coloré ou non, de la pulpe de fruits. On parle de pulpe de fruits naturelle. Donc là,
on a toute la liberté avec tous les fruits. On maîtrise aussi le sel. Notre volonté au niveau de 3D Foodies, c'est d'être dans la transparence et dans la qualité nutritionnelle. Donc on fait attention au niveau des recettes à n'utiliser que des matières qui soient bio ou naturelles. À titre d'exemple, on a passé pas mal de temps sur les couleurs. Trouver des couleurs alimentaires, c'était déjà possible en l'état dans le marché. Mais on a fait un vrai boulot. Je dis on, mais c'est beaucoup plus Denis que moi. Non, mais c'est collectif, c'est collectif. Pour arriver à trouver le jaune couleur primaire, mais avec un procédé naturel. Voilà, l'intérêt, on parlait tout à l'heure d'événements. Manger, c'est vraiment une histoire, c'est une émotion. Et c'est ça qu'on a envie de mettre dans le produit et dans l'événement, c'est-à-dire on aura un objet, mais effectivement, c'est une histoire que vous racontez. Et donc la recette et le contenu et la plus-value nutritionnelle est aussi une plus-value en termes de communication pour nos clients, parce qu'on peut aussi raconter une histoire et on apporte quelque chose en termes de qualitatif au niveau de la santé. On peut définir le goût d'une marque ou le goût d'un événement. Oui, c'est ça qui est assez nouveau. On a l'habitude, déjà on fait un premier pas, on passe de logo à plat, à 3D, déjà à 3D, donc il y a déjà une première réflexion à quoi vous ressemblez en volume, en termes d'identité visuelle. Et là où c'est intéressant avec nos clients, c'est qu'on va plus loin, on leur dit quel est votre goût, quelle est votre plus-value pour la santé, est-ce que vous êtes un antioxydant ou est-ce que vous avez de la vitamine C, quel goût vous avez et quel arôme. Très bien. Ah, mais même la zapette marche. Voilà, parfait. Nous y arrivons. Oui. Alors, des petits exemples. Ça, c'était des exemples sur le sucre. C'est le bouton effacé. Ouais, c'est celui-là. Voilà, ça, c'est de la pulpe de framboise et pulpe de fraise. En termes de dimension, ça donne quoi? C'est en centimètres? En fait, on a la liberté de choisir la taille. Donc, là, pour ces objets, le dragon fait à peu près 20 cm et Maître Yoda est tout petit. D'accord. Il doit être dans les 4 cm. On choisit... Voilà, j'en étais là. En termes de R&D, donc des portes s'ouvrent, il faut essayer toutes les matières. Aujourd'hui, en termes de planification de R&D, on va travailler sur la meringue, le miel, le sirop d'érable, le chocolat, les microalgues, qui sont intéressants, notamment la spiruline, parce qu'on a une couleur bleue naturelle et avec un vrai apport pour la santé. L'intérêt, on peut travailler sur des fruits qui sont déjà, comme le melon, un bel antioxydant, mais il y a aussi des super fruits avec des plus-values avérées. Et voilà, en exclusivité, on vous informe qu'on va essayer également du champagne et du vin. Avec l'alcool, ce sera des bonbons alcoolisés? Ou ce sera juste le goût du vin? Ce sera le goût du vin. D'accord, très bien. Donc on pourra en consommer sans modération. Oui. Faudra voir, mais on est sur un procédé qui part de la matière et qui ne la transforme pas en fait en termes de processus. Et donc, il faudra voir ce que ça donne. Mais au niveau de l'alcool, je pense que ça va s'évaporer et qu'il va rester en fait l'essence du goût du vin. D'accord, très bien. Alors, quel est notre produit? Ah oui, c'est parce que je ne fais pas aux nous commercialisons des foodies. L'idée, c'est de porter cette idée du goodies, mais qui se mange. Donc, est-ce que c'est un foodies? Ça apporte en fait beaucoup de liberté. Chaque projet est différent. En termes de taille, c'est vous qui choisissez la taille. Voilà. Et on peut, sur un même fichier numérique, être à 3 cm ou être à 30 cm. Ça, c'est très facile au niveau informatique. Donc il y a un conseil entre le client et vous pour définir la taille qui correspond au futur foodies. Voilà, sur tous ces sujets-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le client qui nous amène l'idée. J'ai envie d'avoir 30 000 pièces pour mon salon, le prochain salon professionnel auquel je participe. J'ai envie qu'il ait telle taille, j'ai envie qu'il ait tel goût. En fait, c'est vraiment de la personnalisation et c'est tout l'intérêt et la clé de l'impression 3D. C'est que l'on s'adapte au projet et aux besoins. Et donc là, on voit le foodies Garocamp. Ouais. En exclusivité, en avant-première, avant de le goûter. Donc le voici. Il vous plaît, Baptiste? Il me plaît. Il me donne envie.
Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on a des nouvelles textures. On arrive, par exemple, sur du sucre. Soit on a l'impression de croquer dans une meringue, soit on est plus sur un bonbon. On travaille réellement sur différentes textures et différentes expériences en bouche. L'intérêt de la 3D, c'est qu'on peut faire du vide. Donc ça crée en fait des choses en bouche que l'on ne connaît pas et qu'on n'a pas l'habitude. Aujourd'hui, on fait soit du moulage ou soit à la main pour produire de l'aliment, ou alors on est sur du process industriel. On est vraiment une nouvelle proposition en termes de production alimentaire avec différentes couches à l'intérieur qui sont très compliquées à faire en fait et qui ne se font pas en fait. Et donc des sensations nouvelles pour le. Des sensations nouvelles dans la bouche en termes de texture et sur chaque projet aussi on demande quelle est la texture que vous avez envie d'amener en faisant bien sûr des tests. Voilà, on peut choisir la couleur et on peut compléter la couleur, la forme par un arôme. Est-ce que votre structure ou votre service ou votre produit a un goût de réglisse ou un goût de menthe ou de rhum flambé? C'est à vous, suivant l'histoire que vous avez envie de raconter aux clients. Justement, alors, qui sont nos clients? Les professionnels de l'événement, du tourisme et des métiers de bouche. Donc ça va, on est au bon endroit, je crois. On est au cœur du sujet, tout à fait. Les salles, les festivals, les théâtres, tout ce qui est parc d'attractions, tout ce qui est tourisme. L'idée, c'est de justement mettre en avant et communiquer une marque, une image, et de rajouter une dimension, compléter l'offre de merchandising ou la proposition. Aussi. Un peu ludique, un peu original. On reste dans la communication, le plaisir et le ludique. Donc, le champ des possibles, ça peut aller de concevoir ou décliner en impression 3D vos personnages, vos mascottes. On peut faire de la création pure, d'œuvres d'art ou reproduire des œuvres d'art existantes, mais les manger après. On a des demandes aussi, on n'avait pas pensé au début, mais c'est quelque chose qui revient naturellement pour personnaliser des coupes ou des trophées, pour sortir du champ classique du trophée. Là, on peut réellement le personnaliser. Bien sûr, on en a parlé, les logos, les marques, les monuments historiques. Donc, il n'y a pas de limite. L'intérêt de la proposition, c'est qu'on est aussi dans l'air du temps en termes des enjeux au niveau alimentaire de demain. On est dans une approche qu'on appelle la food tech, c'est-à-dire, et ça rejoint tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est le client et le consommateur qui est au cœur de la demande et du besoin. C'est réellement lui qui vient pour nous dire j'ai envie d'utiliser, de consommer tant de produits de telle forme et à tel moment. Donc c'est en fait une échelle de valeur complètement inversée par rapport à ce qu'on trouve en agroalimentaire, où on réfléchit en amont en marketing à quel produit on le distribue, et finalement le client se retrouve sur le lieu de distribution à consommer ou pas ce qu'on a pensé pour lui. Là, en fait, on est vraiment en situation inversée. C'est le client qui a l'idée, qui nous donne le besoin, et c'est l'industriel ou le prestataire qui produit à la demande du client. Et chaque produit est vraiment unique et fait sur mesure à la demande. Donc la plus-value, c'est le client qui décide de la production. On n'a pas d'intermédiaire, pas de transport, pas de lieu de distribution. C'est vraiment une relation directe entre celui qui va utiliser et consommer et celui qui le produit. La plus-value de la transparence nutritionnelle, c'est important aujourd'hui dans le secteur agro-industriel. Et la mise à disposition rapide, c'est aussi une des plus-values en termes de production aujourd'hui, c'est qu'on est sur un process. Si vous arrivez avec votre fichier ce soir, demain, on peut... c'est ce niveau-là de rapidité. Oui. Ouais. C'est, 1000 pièces par jour, ça dépend si vous m'en demandez. Oui, bien sûr, vous en demandez 200 000. 50 000 ou 200 000, je mettrai un peu plus de temps. Et ça colle bien aussi avec cette notion d'événementiel, parce qu'on a besoin d'être réactif, de s'adapter. Et c'est pour ça qu'on est bien sur ce marché-là aussi. Ça, c'est l'avantage aussi, c'est qu'on est sur un procédé de production qui est éco-responsable. C'est-à-dire un procédé de production où il n'y a pas de stock et toute la matière que l'on va consommer est la matière qui est utilisée. Il n'y a pas de perte, tout ce qui n'est pas consommé est réagissé dans le procédé, réutilisé. Donc économie d'eau, moins de transport, moins d'emballage, pas de déchets
et on n'est pas en surproduction et en surconsommation, puisque c'est en fonction du besoin qu'on va produire. Donc ça, c'est une démarche qui nous intéresse aussi. Là, on est sur la partie l'intérêt de plus-value sur les territoires. C'est plus un choix de mon associé et moi. On a envie en fait de s'ancrer sur les territoires et de travailler sur du développement de filières. Aujourd'hui, on est sur de la pulpe de fruits, donc ça veut dire pulpe. Donc du melon qui est surproduit dans notre région, qui n'est pas vendable, ça peut être intéressant d'aller chercher ces fournisseurs locaux, de travailler avec eux pour pouvoir transformer la matière et que l'on puisse l'utiliser, et d'être comme ça, en fait, d'amont en aval. J'ai entendu il n'y a pas longtemps de la fourche à la fourchette. À l'assiette. On est sur cette idée-là. L'idée, valoriser les matières premières surproduites et invendables, créer de la valeur sur le territoire. Et l'intérêt du procédé aussi, c'est qu'on n'est pas dans une production de chaîne. Il y a de l'intervention et de l'intelligence humaine dans la production. Donc effectivement, c'est bien la machine qui produit. Mais en amont, il faut créer le fichier, il faut réfléchir en termes de création, innover, inventer. Et c'est là où on a besoin de recruter des personnes qui ont ces capacités à dessiner en 3D et à faire des propositions intéressantes en termes de design d'objets. Donc ça veut dire du recrutement pour nos territoires à ce niveau-là. Et en amont, après, il faut imprimer. Et même dans le process de production, chaque pièce est touchée individuellement et emballée individuellement. Donc ça fait de la main-d'œuvre. Et ça, personnellement, c'est quelque chose qui me motive aussi dans cette activité-là. Quelle est la promesse pour le client ? C'est de proposer en fait une communication qui est une nouvelle aventure où vous allez en fait donner la plus-value à votre identité visuelle et même la créer parfois en 3D. C'est une histoire qui est bien française et qui nous touche et qui nous intéresse parce que plutôt d'avoir un goodies qui est un gadget made in China, on est sur une logique de quelque chose qui a été fabriqué en France, où on a du plaisir, et c'est une expérience que l'on partage, puisqu'on va goûter quelque chose, que vous avez, vous, décidé de la texture que vous vouliez donner et de la matière et du goût que vous avez envie de faire partager à vos clients ou à vos festivaliers. Voilà, on est sur cette notion de partage, d'émotion, de plaisir et du goût. La promesse, c'est aussi une production exclusive et éco-responsable. C'est-à-dire le foodies que vous aurez dans les mains ne sera fait que pour vous et vous ne le trouverez ailleurs, nulle part ailleurs. La plus-value nutritionnelle avec un plus sur la santé. Ça, c'est une dimension de com qui est assez intéressante aussi, parce qu'on peut avoir un message complémentaire. Quand on enrichit son foodies en vitamine C, on donne aussi une image ou un message de plus en termes de plus-value de marque. Et on fait vivre une première expérience. Vos consommateurs, les gens à qui vous proposez un foodies, vont manger pour la première fois un aliment qui est imprimé en 3D. Parfait. Et comme... donc voilà, on est disponible sur les 2 jours. Je m'appelle Annabelle et il y a Denis dans la salle. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est sur ce projet donc, depuis 3 ans, accompagné par la région, Bordeaux Unitech, la Bourse French Tech, la Technopole Bordeaux-Montesquieu à Martillac, qui est notre lieu où nous avons notre laboratoire et les bureaux de l'entreprise, Aquitaine Amorçage. Et pour rester dans le thème, comme l'expérience vécue vaut plus que 1000 mots, on va vous proposer de goûter les foodies, parce que c'est ça le cœur du sujet en fait. Bon, quel goût ça a. Merci beaucoup Annabelle pour ces explications. Moi j'avais juste un mot, c'est vous n'utilisez pas encore la tomate de Marmande, parce que j'ai bien retenu la leçon du maire en ouverture. Voilà. Alors je pense qu'on va aller vers Marmande d'abord pour sa fraise. D'accord. Mais la tomate, pourquoi pas la tomate un jour est à réfléchir. On n'a pas encore expérimenté, mais ça pourquoi pas.
Très bien. Pour l'instant, on va chercher la fraise en Bretagne, mais j'ai vraiment l'intention de la prendre localement. Parfait. On va organiser cette dégustation. Alors, je crois qu'il y a 2 temps. On va tester ici sur scène et on va en tester dans la salle. Ouais. Donc, on va distribuer dans la salle le Foodies de Garo-Camp. Ou après. L'idée, c'est est-ce qu'il y aurait 4 personnes qui auraient envie de. Et voilà, et sur scène, on va prendre 4 testeurs. Allez, ne soyez pas timides. En plus, on sait qu'il y a toujours des gourmands alimentaire. Dans une assemblée. Voilà, hop, notre ami du reggae, hop, et derrière. bien sûr, ça fait il 3, faudra allez, encore une partager, 4e place. Un gourmand. Allez, un gourmand. Parfait. Alors, ils arrivent. Ah, on a des plots qui doivent arriver. Sinon, moi, je peux... Ah, ouais, les plots arrivent, vous voyez. Alors, est-ce que j'ai un micro pour prendre les réactions des testeurs? Merci, Marion. Alors, Annabelle, expliquez-nous, qu'est-ce que nous avons devant nous? En fait, dans l'histoire maintenant, il n'y a plus de mots, en tout cas plus les miens. Ça va être les mots des gens qui testent. Donc la proposition, vous voyez, il y a 4 foodies différents. Donc vous êtes 4. Je vous propose d'en goûter un de chaque et puis de témoigner à votre avis quel est l'arôme, quelle est la matière et quelles sont vos sensations et vos émotions. Bon, on commence par celle-ci. Allez. Alors là, on est sur des couleurs un petit peu estivales. Donc, commençons par celui-ci. Allez-y, je vous laisse goûter tous les. Alors tous là, les 4. vous commencez par le plus compliqué. Ah, toujours commencer par le plus compliqué. Ça ressemble à de la meringue, a priori. Le goût est un peu indéfinissable pour l'instant, mais je n'ai pas fini. Alors, est-ce qu'on a des idées pour le goût, là? À part la meringue, pour l'instant, c'est difficile. Est-ce que l'expérience est agréable? Ça va, on dirait que dans le centre, c'est un peu dense pour moi. J'aimerais bien quelque chose de plus aéré. Bon, je suis peut-être difficile. Je voulais juste vous poser une question par rapport au festival dont je m'occupe, qui est un festival de musique classique, à savoir, est-ce qu'on peut concevoir des foodies qui permettent aux gens de ne pas tousser pendant les concerts? Beaucoup de meringue, peut-être. Là, je vais voir avec Valda s'ils sont d'accord pour travailler, pour qu'on puisse imprimer. Il y a un petit côté caramel aussi, très sympa. Alors non, on a avancé sur les arômes, là, messieurs. Non, pas d'idée? Petit fruit de la passion, non? Il y a du sucre, il y a du sucre à bloc. Alors, verdict? Oui, c'était effectivement un foodies à base de sucre, mais aromatisé. Alors, c'était un peu complexe celui-là. C'était rhum arrangé, café vanille. Ah, effectivement, c'était compliqué. Bon, on va passer peut-être sur quelque chose de plus simple. On passe sur quelque chose de plus simple, peut-être? Alors, celui-ci? Donc là, on est sur du... Après. Non, peut-être comme vous voulez. Ouais. Celui-ci. Alors là, on est sur du jaune-vert pour ceux qui sont loin. Allez. Alors, Citron vert. unanimité sur le citron. C'est ça, voilà. Ouais. C'était Non, plus et simple. avec la Voilà, texture, encore, c'est dans le similaire plus compliqué. à tout à l'heure. La même que tout à l'heure, meringue. Moi, je préfère parce que je trouve ça moins sucré. La dose de sucre est moins forte. Donc moins sucré. Voilà. Effectivement, la composition est différente et après, ça dépend des goûts. Allez, seconde assiette. Je vous propose d'essayer le rose. On va grossir. Ouais. Sympa les petits trous là. Là, il y a un logo, hein, c'est ça? Ouais. C'est Unitech Bordeaux, Ouais. c'est ça? On a fait l'AG de Bordeaux Unitech et donc c'était le foodies que l'on proposait à l'AG. Très bien. Et c'est transparent. Et avant-hier. pour ceux qui ne le voient pas, on est percé au milieu. Alors, C'est cool au niveau de la sensation parce que c'est beaucoup plus transparent. Enfin, on est dans la bouche, ça nous rappelle les bonbons de notre enfance. Et en quand ça termes d'arôme, pétillait. du coup, c'est quelle Fraise, non? fraise, ouais. Unanimité sur la fraise, c'est bien ça? C'est exactement ça, c'est de la pulpe de fraise et c'était la volonté d'Unitech qui voulait quelque chose de léger, de pas trop sucré. Et donc on est sur de la pure pulpe, il n'y a pas de sucre ajouté. Et donc on a quelque chose d'assez naturel et d'allégé. Voilà. Bon, là, j'ai l'impression que tout le monde est ravi là, sur la fraise.
termes de perception dans la bouche, et puis même quand on l'a visuellement, c'est très beau. C'est vrai qu'il y a un petit côté gomme à la fraise. Voilà. On rêvait tous de manger nos gommes au Après collège. le dernier, dernier- on est sur les mêmes sujets, C'est c'est juste un peu similaire. Bon, différent. on vous laisse le On manger laisse quand la même, on va fraise pas dans la vous... bouche, c'est mieux, non? Ok, Ouais. bon, très bien. Peut-être un petit mot sur la sensation. C'est 3 produits assez différents. Je trouve qu'en effet, sur le projet de l'Unitech, on avait vraiment une identité, un cahier des charges, alors que les autres étaient peut-être un peu plus génériques, comme ça, pour déguster. Mais ça veut dire qu'en tant qu'organisateur d'événements, on peut vraiment donner, pour le coup, au-delà d'une couleur ou d'un son, un vrai goût. Donc ça, c'est quand même nouveau. Ouais. Merci beaucoup pour la déguste. Parfait, un petit mot, ouais. J'avais une petite question parce qu'on a testé sucre et fruits. Je m'interrogeais sur le sel. Manger un petit morceau comme ça uniquement de sel, ça me paraît un peu bizarre. En fait, on utilise le sel pour faire les trophées ou les sculptures en hauteur ou faire de la décoration personnalisée de table, parce que c'est une matière qui a une belle couleur blanche, qui est très fine et qui donne un beau résultat, mais l'idée, c'est pas pour manger. Très Par bien. rapport au sucre, ouais. Bon, Pour ça, merci à je vous ai tous les pas fait quatre ça. pour votre rôle Moi, j'avais juste de une cobaye. dernière Peut-être question une réaction sur l'aspect rapidement. goodies, foodies. Oui. Est-ce que vous proposez de l'impression pendant les événements? Non, parce qu'en fait, nos imprimantes sont des imprimantes professionnelles de gros volume et elles sont très grosses et très sensibles au déplacement, parce qu'il y a des cartes avec l'électricité statique, donc on n'anime pas les événements en imprimant en direct. Voilà. Pas pour Dans l'instant. quelques années, peut-être, on va commencer. Voilà. La commercialisation est effective en septembre, c'est ça? Je crois qu'on Oui. avait parlé ensemble. Ouais, Ça, là, c'est un point important. on est en lancement de commercialisation, donc là, vous êtes dans une exclusivité à partir de septembre. Parfait. On finit notre R&D là en ce moment. Merci à tous les quatre. Merci Annabelle, on vous retrouve pendant les 2 jours et Oui. on goûtera ensemble le Foodies Ah oui, Garo Camp. on va vous faire goûter le Foodies Garo Camp. Merci. On peut vous applaudir peut-être parce que c'était vraiment étonnant cette innovation. Bon, je ne vais pas les finir tout seul, je vous rassure, je partagerai. On va passer à la deuxième innovation et je vais appeler à me rejoindre Jean-Baptiste Guignard, qui est le cofondateur de Clay, à me rejoindre sur scène. Jean-Baptiste. Est-il là? Il est là, Jean-Baptiste. Parfait. Hop. Alors, on a un peu de débat, on a un petit peu de mise en place. Ouais, je veux bien. Merci. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bienvenue. J'ai les mains prises. Ouais, c'est difficile, Mais je vous l'intention laisse est vous là. installer. Alors Jean-Baptiste, vous êtes docteur en sciences cognitives, vous êtes un passionné de réalité virtuelle, mais vous êtes aussi musicien, et c'est peut-être le point le plus important dans ce trio. Peut-être quelques mots sur votre parcours, sur Clay, et puis ensuite on testera votre solution en direct. Effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est le point le plus important. En tout cas, c'est le point de la genèse. C'est le point original. Et à vrai dire, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, lorsqu'on m'aura branché avec un petit câble HDMI, c'est une histoire inversée. Parce qu'à vrai dire, le point d'orgue, vous apprécierez peut-être la métaphore point d'orgue. Musical. Elle est venue comme ça, celle-là. Hein, je m'excuse. C'est les meilleurs. Eh bien, quand c'est spontané. je suis absolument pas sûr. Mais le point d'orgue est effectivement une technologie que je vais vous présenter aujourd'hui, mais son point d'origine, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, notamment lorsqu'on est en B2B et sur un salon qui s'y rapproche, c'est que généralement les solutions technologiques répondent à un besoin, à un pain, et en fait c'est pas du tout le cas. C'est ici, à vrai dire, un point d'origine qui est strictement passionnel, et c'est la raison pour laquelle je vais raconter cette histoire un peu à l'envers. Ok. Donc, à vrai dire, peut-être 2 mots sur moi avant de lancer la présentation et puis vous expliquer la technologie. Donc, effectivement, je suis docteur en sciences cognitives, mais j'étais aussi chercheur, à vrai dire, titulaire pendant 12 ans. Et il se trouve que, par ailleurs, je suis musicien. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, à vrai dire, sur scène, à Bordeaux, au Sonart, une scène underground qui n'existe plus d'ailleurs, en 2006, mon associé, Thomas Amélien, qui, lui, était chef d'orchestre, en plus de compétences managériales et commerciales manifestes, qui nous sont maintenant très importantes. Peut-être que je lance, hein, il faut que je...
Je ne sais pas comment ça se passe de la régie. Alors, est-ce que ça va passer? Je peux continuer. Oui, ça marche. Ça marche, je ne sais pas si c'est recopié. En tout cas, de mon côté, c'est bon. Alors nous, ça passe. Je ne sais pas si ça s'affiche à l'écran. Non, ça ne s'affiche pas, je crois. Dites-moi s'il faut que je fasse quelque chose, hein, mais a priori, moi, je suis bien. Alors, Il n'y a rien qui passe. Hein. ouais, pour l'instant. Je peux continuer à en parler, je peux parler des heures, Ouais. moi, de toute façon. Pas de souci. Donc, vous rencontrez le chef d'orchestre. Effectivement, je rencontre Thomas, chef d'orchestre, sur scène. Pendant que je parle, je te laisse peut-être bidouiller. On laisse Jérôme gérer. Donc, vous rencontrez le chef d'orchestre. Exactement, chef d'orchestre qui est aussi un pianiste virtuose et qui dirigeait le conservatoire de Créteil à l'époque. Et puis moi, j'étais sur scène avec plein de machines. Et l'idée, c'était évidemment encore de changer le rapport à l'instrument, en fait. Bon, voilà, une pratique qu'on connaît depuis les années 50, à vrai dire. Hein. Faire de nouveaux Pratiquer son instruments. instrument. Ouais. Utiliser la technologie comme un instrument. Et en fait, on est parti de ce constat-là qui... Ça a l'air de fonctionner, non? Oui, peut-être. Bientôt. Bientôt. Ce constat-là qui était que lui, dans le cadre d'un opéra qu'il était en train de monter, qui est un opéra de Schoenberg, dodécaphonique absolument inaudible, bon, c'est mon point de vue. Particulier, Bref, on va dire. dodécaphonique, des Particulier. suites aléatoires de 12 notes, bon, c'est quand même un peu dur. Mhm. L'idée, c'était de le rendre un peu plus sympathique, un peu plus Accessible. audible, un peu plus accessible effectivement au commun des mortels, pas une musique de musicien pour musicien strictement. Et l'idée, c'était donc de contrôler la musique, à vrai dire, avec des gestes, mais le rendre accessible absolument à tout le monde. Alors l'idée au départ, c'était que Thomas fasse s'arrêter, à vrai dire, son orchestre symphonique, hein, c'était une 60aine de musiciens à l'époque dans la fosse, et puis qu'il continue de diriger une bande qui venait d'être enregistrée en temps réel. Donc ça, c'était le point de départ, il y avait de la mise en scène sur cette affaire, et c'était intéressant. Par ailleurs, moi je sortais un album chez Harmonia Mundi, mais sur la scène plutôt, à vrai dire, électro. Donc il y avait un côté électro, c'est chanté, et en même temps, il y avait beaucoup de cordes, beaucoup de violons. Évidemment, quand on se retrouve sur des scènes du type Gaieté Lyrique, Palais de Tokyo, etc., il est compliqué de venir avec 60 musiciens. C'est juste pas possible, et pourtant l'intention était là. Il fallait que les cordes soient vraies, soient senties, soient interprétées. Et à vrai dire, il y a de la musique enregistrée sur scène aujourd'hui, mais on appuie sur un bouton et ça déroule. Et donc, c'est pas interprété, et donc, c'est pas quelque chose de vivant. Voilà, on était quand même sur du vivant. Il fallait que ce soit du spectacle, il fallait que ce soit vivant. Alors, qu'avons-nous fait? Eh bien, on a décidé de prendre un fichier numérique, alors pas des formats MIDI compliqués, non, un simple drag and drop de n'importe quoi, y compris un MP3, de la musique ou du wave, peu importe. Ça marche. Merci, ça marche. Bravo. On va se remettre. Alors, je finis l'histoire, du coup, je Ouais, vais on raconter... finit l'histoire, je vous lancerai après sur le... Bon, on va revenir... Non, terminons. C'est pas très grave, mais je finis quand même ce point de départ. Et ce point de départ est donc assez simple. Et on voulait contrôler la musique numérique, dont la première propriété est quand même d'être non manipulable. On voulait la contrôler en temps réel, comme un chef d'orchestre, mais à la main. De ce fait, c'était véritablement un instrument d'interprétation. C'est-à-dire que, par exemple, me concernant, j'étais sur scène avec un batteur en face. Et évidemment, jamais personne ne joue au clic, sauf si on a un clic dans l'oreille, mais c'est pas très interprété. Donc l'idée, c'était effectivement de se caler. Donc on ralentissait les tempi, sans changer évidemment les tonalités. On donnait des points d'orgue, on donnait des tonalités différentes à la musique à partir d'un fichier numérique avec un simple drag and drop. Donc le besoin, c'était l'idée initiale. C'était l'idée initiale, et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce que je vais vous montrer là, en remontant dans le temps. Bon, je vous laisse présenter. Maintenant que vous êtes dans de bonnes conditions techniques, Effectivement. je vous laisse la scène à vous, et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Et donc je pars du point d'orgue de Rechef, et ce point d'orgue, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et vous allez voir, vous comprenez déjà, puisque j'ai pas mal expliqué la genèse du projet, qu'au fond, eh bien, ça n'a plus grand-chose à voir, puisque ce que je vous montre aujourd'hui, c'est déplacé d'une industrie créative à une autre. Cela étant, ce qui va être le dénominateur commun, c'est la brique technologique, et c'est ce sur quoi on insiste aujourd'hui. Alors, Clay, c'est nous.
on est une entreprise qui est maintenant sur 3 pôles, 3 sites. À Bordeaux pour la R&D centralement, un bureau BizDev, à vrai dire, sur les Champs-Élysées à Paris, et puis depuis quelques mois maintenant, à Los Angeles, en fait, où 4/5 de l'effort commercial est fait, à vrai dire, 90% de nos clients sont aux États-Unis. Alors, je pourrais vous parler de Los Angeles pendant des heures. Pourquoi Los Angeles et pas San Francisco? Bref, toutes les startups qui grossissent sont face à cette problématique. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que Clay, le futur de la gesture recognition, donc de la reconnaissance gestuelle? À quoi ça sert? Pour contextualiser un peu, on connaît des solutions de ce type-là, Kinect, Leapmotion, qui sont des capteurs qu'on achète, qu'on branche à un ordinateur, et c'est du hardware, c'est du matériel. Ce que l'on propose, en fait, c'est de faire la même chose, mais avec une caméra simple, une caméra qui est généralement, par ailleurs, embarquée dans tous les smartphones que l'on a. 97% de la population mondiale, ça fait presque peur ce pourcentage, est équipée d'un smartphone, et nous, on permet à quiconque a un smartphone de faire de la reconnaissance gestuelle, y compris en profondeur. Le problème, souvent, c'est la raison pour laquelle Kinect, etc., utilise de l'infrarouge et des caméras de profondeur. Le problème, c'est la donnée effectivement de profondeur. 3 dimensions, X, Y et Z. Et tout l'enjeu technologique, c'était pour nous d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire à partir d'une caméra très simple, faire la même chose qu'un Leapmotion. Donc, on vend des briques logicielles de reconnaissance gestuelle. Alors, je vais mettre quand même quelques exemplifications de cela. Et pourquoi est-ce qu'on est parti du monde musical pour aller, sans l'oublier bien sûr, je vais revenir dessus, pour aller vers le marché de la réalité virtuelle, d'abord parce qu'il y a des liens assez implicites, mais aussi parce que ce qu'on appelle le pain, le besoin, était d'autant plus criant de ce côté-là. Je pense que vous allez comprendre assez rapidement. La réalité virtuelle aujourd'hui ressemble bien souvent à cela, en tout cas dans le domaine professionnel, c'est-à-dire une débauche de matériel. Alors évidemment, difficile à tout un chacun, si on est dans une perspective d'évangélisation, ok, tout le monde devrait avoir accès à de la réalité virtuelle, ce n'est pas le cas, et la question du matériel se pose. Ça coûte cher, et en plus, c'est pas particulièrement immersif. Quand on est harnaché comme ça, on ne peut pas bouger vraiment, on ne peut pas être libéré, au fond, de cette charge, et on n'oublie pas, on n'oublie jamais qu'on n'est pas dans cet espace virtuel. Donc l'immersion va de pair avec cette idée que, au fond, on ne doit pas avoir de matériel qui nous rappelle à ce quotidien dans lequel on est. C'est de la réalité virtuelle, on veut que ce soit virtuel, mais on veut être immergé. Alors, j'exagère un peu, c'est dans le monde professionnel, donc ce n'est pas particulièrement exemplifiant. Les solutions un peu plus grand public qui existent sont celles-ci, mais au-delà de la question du matériel qui est problématique, une autre question se pose, c'est celle de l'interaction. Lorsqu'on est immergé dans un espace virtuel, pour ceux qui connaissent déjà, le problème, c'est attraper un objet, c'est cliquer sur un bouton, c'est interagir. Dans ce genre de cas, on est obligé de chercher le bouton sur le côté, ou bien pour cliquer sur quelque chose, de lever le casque et de l'incliner, ou bien de le sortir et de cliquer dessus. Alors évidemment, pour l'immersion, on a trouvé mieux, et c'est le deuxième facteur aggravant, si je puis dire, du fait que la réalité virtuelle n'avance pas beaucoup. D'autres solutions comme celle-ci, et là j'insiste plutôt sur les mains, en fait, donc ça c'est un Oculus. Oculus, ça commence à être à peu près accessible, autour de 600 €, quelque chose comme ça. Mais ce qui est absolument frappant, c'est encore une fois que pour la représentation des mains, pour l'interaction, alors qu'à l'écran, dans l'espace virtuel, on a des mains, eh bien, on actionne des manettes, des joysticks, des choses qui nous rappellent qu'on n'est pas vraiment immergé, des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce qui se passe sur le moment pour l'utilisateur, à vrai dire. Alors, ce qu'on fait, effectivement, c'est la même chose, mais accessible à tout le monde et sur un smartphone. C'est-à-dire qu'on fait une représentation des mains sans besoin de matériel quel qu'il soit. Vous avez un smartphone, vous avez un cardboard à $1 dans lequel vous insérez votre smartphone, eh bien, vous avez ce moyen, cette possibilité d'interaction qui, aujourd'hui, n'existe pas. Alors, je vais vous montrer aussi trois autres usages qui semblent pertinents et qui correspondent, à vrai dire, à 3 grands axes, 3 grands marchés qui nous concernent aujourd'hui. Alors, il devrait y avoir un peu de son. Ce n'est pas très important pour cette publicité, mais ça va être important pour la suite. Est-ce que je peux avoir un petit peu de son? Non, ce n'est pas possible.
Est-ce que ça vient de moi? Non, je crois pas. Hein. J'ai pas accès au son, moi, à vrai dire. Je relance. Je suis à fond, moi, en son. Hein. Voilà, je tiens à préciser. Donc je vais expliquer, vous allez voir qu'au fond, alors un peu comme Alain Flelou, je joue toujours dans mes propres pubs, bon, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais peu importe. En plus, la référence n'est pas non plus monstrueuse, mais bon, c'est pas très grave. Là, l'exemple simple, c'est quelque chose qu'on connaît dans d'autres contextes. J'aime bien cette musique parce que c'est moi qui l'ai. Et une musique de pub en 7/8, il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est quelque chose d'assez commun. Elle a disparu, la musique, on m'a censuré. C'est-à-dire, pas d'assez commun en tout cas, mais quelque chose qu'on connaît déjà, sauf que c'est un smartphone. Vous avez vu qu'on fait de l'interaction à distance, on bouge des objets et on le fait sans besoin de recours à quoi que ce soit qu'on aurait acheté, c'est depuis notre iPhone. Le deuxième, c'est de la domotique, et puis on nous a sollicité aussi pour la gestion des commandes embarquées, mais ce qui est important, c'est ça. C'est-à-dire qu'on insère son smartphone effectivement dans un casque, y compris un casque à 1 $. Les cardboards sont à 1 $ maintenant. Et puis, on est directement immergé et on peut interagir avec ses propres mains, y compris en profondeur. C'est-à-dire qu'en fonction de l'écart qu'il va y avoir entre mes doigts ici et mes doigts là, je vais faire des actions différentes. Je vais pouvoir attraper des objets, les jeter sans contrainte particulière. Alors vous allez me dire, c'est une pub, c'est un petit peu trafiqué, etc. Comme toujours dans les pubs. Il se trouve que ça ne l'est pas. Et je vous montre une vidéo moche. Il faut parfois montrer des vidéos moches. Et cette vidéo moche, c'est dans nos bureaux, dans un espace extrêmement contraint. En termes de luminosité, en termes d'environnement, je suis face à mon ordinateur, il y a à côté, on ne le voit peut-être pas, mais une grande glace, une grande vitre, et puis il y a des meubles qui sont approximativement de la même couleur que ma peau. Voilà, autant de contraintes qui sont extrêmement manifestes, et vous voyez à droite ce que je vois à l'écran, même si les contenus ne sont pas complètement dingues, je ne m'étais pas foulé sur la question, ni mon équipe technique d'ailleurs, que je salue au passage parce qu'ils sont absolument brillantissimes. Eh bien vous voyez que, à vrai dire, en fonction de la profondeur de champ où je suis, le type d'actions que je vais faire ne sont pas les mêmes. Donc c'est une exemplification du fait qu'on peut faire de la VR avec son propre smartphone et des lunettes, en l'occurrence, je crois qu'elles valaient 9 €. C'est des petites lunettes qui font de la stéréoscopie comme ça, que vous trouvez à la FNAC très facilement. Donc la VR peut être évangélisée, peut-être que le terme est un peu connoté, mais en tout cas c'est accessible à tout le monde. Et alors, je vous expliquais qu'au départ, il y avait une genèse qui était musicale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi des images de Télématin? Alors, musique, Télématin. Bref, Télématin, je pensais que l'émission n'existait plus depuis 1998. Elle existe et elle est extrêmement regardée. C'est la raison pour laquelle je la mets là. Je vous racontais tout à l'heure qu'on avait un point de départ qui était musical et c'est, à vrai dire, une application. Et c'est cette application qui fait qu'aujourd'hui, on m'a invité. Cette application s'appelle Clé Musique et elle permet, depuis son smartphone, de contrôler, à vrai dire, la musique, comme je le faisais au tout départ, mais on verra ça après, depuis son smartphone. C'est-à-dire qu'on a une tracklist et puis avec des gestes simples, flip, grab, haut, bas, etc., on va modifier, comme le ferait un chef d'orchestre ou comme le ferait un air DJ, les contenus musicaux. Donc pas besoin de gants, pas besoin de normes, pas besoin d'ordinateur. Tout est embarqué dans le smartphone. Alors, il n'y a pas de son. Si on peut me remettre un peu de son, c'est plutôt sympa. OK. Donc là, je déclenche, effectivement, et avec des gestes simples, je vais pouvoir faire des modifications sur ce que je suis en train de jouer. Par exemple, faire un arrêt, comme le ferait un DJ. Vous êtes tous là? Oui. On repart. Il faut toujours faire un petit peu de blague. Aussi des ajouts de matière ou des effets généraux. Par exemple, un effet robotique. On ralentit le tempo, effectivement. Je vais vous le refaire. Donc on peut s'amuser avec la voix de Michael Jackson, accélérer, ralentir, bien évidemment. À l'infini, on peut aller jusqu'où on veut. Alors j'arrête là, je crois que vous avez compris le principe, c'est une application gratuite, si jamais vous voulez la télécharger, elle est encore en ligne, même si c'est devenu quelque chose qui est un peu plus marginal, mais qu'on garde sous le coude parce que c'est important. Pourquoi je vous montre Télématin aujourd'hui? Non pas que ce soit intéressant, mais il se trouve que
lorsque Clé Musique est sorti, c'était il y a 1 an et demi maintenant. En termes de start-up, c'est à peu près il y a 15 ans. La technologie, bien sûr, a avancé, mais beaucoup de choses se sont passées, les marchés se sont ouverts, etc. Bon. Pourquoi je vous montre Télématin ? Eh bien parce que, étrangement, alors qu'on a fait le journal de 20h de TF1, qu'on a fait un 52 minutes avec Will.i.am sur Canal+, et puis tout un tas d'autres émissions sur C8 et autres, pourtant très grand public, c'est Télématin qui a permis déjà de télécharger, de permettre le téléchargement de 5000 unités de l'application en 14 minutes, ce qu'on n'avait jamais vu jusque-là, même pour le journal de 20h sur TF1. Et c'est surtout ce qui a permis à Clé d'être connu. Et là, on a eu des sollicitations industrielles très rapides. C'est-à-dire qu'on est venu nous voir en nous disant « Clé, c'est génial, j'ai téléchargé l'application, je m'amuse chez moi, mais on veut Clé sans la musique. On veut Clé sans la musique. » Je le répète, ça nous a fait un choc, puisque, encore une fois, on n'avait pas particulièrement pensé à des possibilités de marché ou à des pains. Et il se trouve que ça a été manifeste et que ça a été l'explosion. En l'occurrence, c'était quelqu'un qui est devenu un de nos clients, un gros constructeur français d'automobiles, pour la gestion des commandes embarquées. Je fais un geste simple, je déclenche la radio, je fais un swipe ou un au bas, je déclenche mon GPS ou j'ouvre le coffre, etc. Donc, premier POC industriel important, mais et donc grâce à Télématin, merci Télématin, et puis d'autres possibilités, etc. Tant et si bien qu'on s'est dit, on ne va pas pouvoir tout développer, on va donc proposer un SDK, une brique logicielle, qui va permettre à tout un chacun de faire du contrôle gestuel pour ce qu'il souhaite. Pour la VR, bien sûr, c'est ce sur quoi on est focus, mais évidemment, pour tout ce qu'on veut, donc pour du contrôle distal, de la domotique, de la gestion des commandes embarquées, peu importe. Alors je reviens au cœur de l'affaire, et j'avais commencé par là, même si narrativement j'avais prévu de le faire dans l'autre sens. Et effectivement, quelques images du Palais de Tokyo, puisque c'est le besoin passionnel, à vrai dire, qu'on avait identifié. Et là, ce sont des images de Static Observer au Palais de Tokyo. Et donc, je vous le rappelle, l'idée c'était, pour des scènes, on va dire, actuelles, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut quand même situer un petit peu. Bon, lorsqu'on a des cordes et des cuivres, on ne peut pas avoir des musiciens. Il faut me dire, je peux parler de 10 heures, moi. Donc, voilà. Donc, je vous montre un peu le contexte et je vais avancer pour vous montrer ce que ça donne. Donc quelque chose d'assez particulier, en fait, de très habillé, de très éthéré, etc. Donc assez marqué côté électro. Sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux sur lesquels il y a des cordes, des cuivres, et il me fallait les contrôler en temps réel pour être dans l'interprétation avec Julien, qui est le batteur du groupe par ailleurs. Hop. Alors, on remonte dans le temps, et effectivement, donc là, c'était une première grosse réalisation technique. On en était très contents. On avait par ailleurs de grosses sollicitations sur Clé, sur une caméra très simple. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au tout départ, il y avait un prototype dont je vous montre quelques images, et qui s'appuyait sur des technologies existantes, pour vous dire aussi qu'on a un peu exploré le spectre, et que ce n'était pas opérant, que ce n'était pas très intéressant pour nous. Cela étant, ça faisait son effet, et c'est d'une certaine manière le véritable point d'origine de ce qu'a été Clé Musique par la suite et Clé SDK pour la VR aujourd'hui. Alors non. Et l'idée, encore une fois, était d'avoir la main Donc voilà, là c'est le tutoriel qu'on utilisait à l'époque pour ceux qui voulaient l'utiliser sur scène. Je suis désolé de la musique, là c'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est... Donc des gestes simples, des flips qui permettent de faire des pauses dans la musique. Évidemment du volume.
Et de ce prototype-là, effectivement, on s'est dit qu'on voulait la même chose sur un smartphone. Et puis, de cette solution qui s'est appelée Clé Musique sur smartphone, on est allé vers un clé SDK. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, en fait, est reportable sur n'importe quelle caméra 2D, y compris sur votre laptop, sur votre tablette, sur votre smartphone. Et vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant pairer n'importe quoi avec une bibliothèque de gestes. Donc, on a 40 gestes préidentifiés, mais bien sûr, vous pouvez customiser vos gestes. C'est-à-dire, si vous voulez ça pour ouvrir la porte du Hellfest, bon, je dis n'importe quoi, mais bref, vous pouvez le faire. Un client que je ne nommerai pas nous a demandé un geste propriétaire. Bon, quand on conduit en même temps, c'est pas particulièrement pertinent, mais enfin, peu importe. L'idée, c'est qu'on a une bibliothèque de gestes qui est prédonnée, et puis on peut customiser ces gestes, et ce, sur une caméra 2D, encore une fois, à moins de $2. Donc ça, c'était l'impératif technique, et c'est ce que nous avons fait. Donc ça veut dire que c'est fini, c'est ça ? Ok, donc j'arrive au résumé, donc c'est très simple. Le résumé vient comme suit, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas d'identification de marché, donc on est à peu près un contre-exemple du cas d'étude classique HEC standard. Non, on s'est d'abord fait plaisir, et il se trouve que le marché s'est manifesté à nous, et on en est plutôt fiers. Maintenant, on est bientôt 28 et on est sur 3 sites. On est assez gros. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la musique du tout, mais il se trouve que l'AVR est un terrain de jeu et entrepreneurial et scientifique et technologique. C'est quand même ma formation initiale, à vrai dire. Donc, je cherchais en sciences cognitives. Et c'est ce que nous faisons. Donc, on rend possible l'AVR, on rend possible la gestion des commandes embarquées depuis une caméra simple, et c'est ce qu'avait résumé le HuffPost. Je crois que c'est peut-être la formule la plus synthétique qui résume le mieux ce que nous faisons. Clé, contrairement à ses compétiteurs, qui développent eh bien, des solutions hardware avec plusieurs sensors, donc des solutions matérielles, a développé une façon innovante d'inclure cette technologie dans une simple caméra 2D. Et j'arrête de parler, sinon je peux parler 10 jours. Je vous remercie. Bravo Jean-Baptiste pour cette innovation assez décoiffante, et puis le parcours aussi de la société. Vraiment bravo pour vos explications. On a peut-être le temps pour une question. S'il y a une question dans la salle, voilà, il y en a une juste ici. Et moi j'en pose une pendant qu'on trouve un micro à la personne qui souhaite poser une question. Est-ce que du coup la morale de l'histoire, c'est ne faites pas de business model et pensez uniquement à la passion pour les entrepreneurs de la salle ? Alors, je peux témoigner quand même, c'est qu'effectivement, lorsque le besoin financier s'est fait ressentir, c'est arrivé vite. Une fois qu'on a eu gagné tous les concours tech, scientifiques, etc., on tourne court. Donc, généralement, quand on est estampillé musique, c'est plus difficile de lever des fonds. Voilà, donc on a fait un énorme roadshow, évidemment, Seed, et on se profile vers une grosse série A de plusieurs millions d'euros. Donc c'est peut-être un peu les deux. On peut garder en tête voilà, le business model, mais pas oublier la passion. À vrai dire, c'est un peu les deux. Bon, il y a pas mal de discours là-dedans, mais effectivement, aller voir un VC avec une solution orientée musique seulement, sans plan B, c'est plutôt pas une bonne idée. En revanche, partir, parce que c'est un storytelling incroyable. Honnêtement, cette histoire-là, ça marche d'emblée. Et puis dire qu'il y a 14 plans B et qu'il y a 25 marchés ouverts, là, ça marche bien. Donc, à vrai dire, la réponse est oui, mais attention, il y a des codes à respecter. Et c'est parfois assez violent. Un roadshow de levée pour des VC, c'est... Bon. Voilà. Message est passé. On va prendre la question. Merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Je voulais juste savoir, parce qu'en dehors de m'occuper d'un festival de musique, je m'occupe aussi d'art contemporain et je travaille avec des designers anglais, beaucoup sur ces domaines-là. Et je voulais savoir si vous aviez des connexions aussi avec des gens comme Jason Bruges ou Dominic Harris, des gens comme ça qui travaillent un peu aussi sur ces problèmes des réalités. Oui, alors bon, il y a plein de gens. Et en fait, par mon parcours universitaire, il y a pas mal de ramifications, plutôt côté laboratoire, moins du côté artistique. Mais en fait, il y a des partenariats qui se font, notamment avec le CEA et le ministère de la Recherche, ou l'École des Mines de Paris, où on fait un colloque, où Clé en tant que Clé fait un colloque le 11 juillet prochain sur des problématiques VR et puis d'interprétation des gestes. Donc, il y a des partenariats, alors pas eux en particulier, mais effectivement, c'est un projet qui se prête franchement et farouchement au partenariat, évidemment, artistique, puisque c'est son origine et son point de départ. Merci. Parfait, merci beaucoup Jean-Baptiste. Désolé, on est un peu pris par le temps, mais voilà, c'était passionnant de voir ce projet VR qui marche. On parle parfois dans le VR, on parle parfois de gadgets, mais là on est vraiment sur quelque chose qui marche avec une structure qui se développe, donc bravo à vous. On va terminer cette séquence de démonstration, d'innovation, de tests d'innovation avec nos amis d'Aperture, et je vais appeler Olivier Joubert, responsable marketing et innovation d'Aperture. J'ai un petit micro pour vous, Olivier, si besoin. Ah, il y en a un deuxième.
Alors, on va nettoyer un peu le plateau et je vais vous accueillir. Bonjour. Bienvenue. Alors, on va avoir un peu d'install à faire. Alors, on va se dire quelques mots juste avant. Ouais. Donc, Aperture, société spécialisée dans les effets spéciaux, ou plutôt vous présentez l'expérience sensorielle événementielle. Voilà. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Alors, en fait, c'est dur à résumer notre activité. On aime toucher à beaucoup de choses. Aujourd'hui, effectivement, on a décidé de partir sur un voyage sensoriel, visuel, musical. On va demander à quelques personnes de l'audience, d'ailleurs, de participer. Pour autant, notre prestation aujourd'hui, c'est effectivement, on tire nos racines des effets spéciaux dans le jeu vidéo et dans le cinéma, d'un côté et de l'autre côté, du marketing et de la communication. Et on fusionne ces deux racines, ces deux ADN, dans de la prestation B2B, qui va être orientée marketing expérientiel, support à la vente et événementiel. Alors ça peut être de la RV, ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être de la réalité mixte, ça peut être de l'affichage interactif, comme on va voir ici, et potentiellement, effectivement, on pourrait utiliser certaines technos qu'on a vues. Très bien. Alors on va tester cette innovation. Je ne sais pas si les choses se mettent en place. Vous avez on va en faire un petit scénario, on va dérouler le fil rouge, t'inquiète pas sur ça. On va commencer par ça. Vous avez besoin de volontaires pour cette expérience. Ouais, on va avoir besoin de volontaires. Alors j'aurais besoin, ça va être un peu bizarre au départ, est-ce qu'il y a des courageux ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment se mettre un peu dans une zone de confort, des innovateurs? On m'a dit que les festivaliers étaient innovants. Ouais, donc il y en a une là-bas. Les festivaliers, c'est des braves, ils affrontent la pluie. Apparemment, pas tant que ça. Alors, léger. Il vous faut 4 personnes, c'est ça? Non, alors finalement, on va avoir que de 2 personnes. Donc une première personne qui aime la musique et qui aurait une musique sympa sur son smartphone. Oui. Ici. Allez, ok, ça marche. Et une deuxième personne qui a toujours rêvé de se prendre pour Dieu. Il y en a plein ici. Et voilà, j'en vois. Bon, nous avons nos 2 courageux. Oui, venez. Très bien. Alors, le monsieur avec son smartphone, il s'appelle comment? Stéphane, tu restes avec Rémi et je vais vous demander de venir sur la scène avec moi. J'ai beaucoup aimé les talks qu'on a eu jusque-là. Une phrase que j'ai retenue, que j'adore, une petite dédicace à Anthony, parce que c'est lui qui l'a sortie. On ne vient pas à un événement, on le devient. C'est exactement ce que nous, on cherche à faire avec des expériences interactives, à essayer de vous faire rentrer dans l'univers. Je ne vous cache pas qu'on a pris énormément de risques aujourd'hui. On a un petit coup de stress, on espère que ça va marcher. Mais pour autant, on a un petit voyage sensoriel qui va parcourir la création du monde de manière assez métaphorique. Pourquoi tu es là? Tu t'appelles comment? Charlie. Donc Charlie, tu vas avoir la chance d'être Dieu pendant quelques instants. C'est un privilège rare. Ça n'arrive pas tous les jours. On a disposé juste ici une Kinect. D'accord. Et on va tout simplement te demander d'interagir avec l'expérience. On va te guider au fur et à mesure, forcément. Et tu vas pouvoir voir, en fonction de tes mouvements, en fonction de la musique qui va apparaître, un visuel qui va se modifier, qui va changer. Les visuels que vous allez voir, c'est des visuels qui sont effectivement créés en effet de particules, des effets spéciaux, avec lesquels on peut interagir de manière assez libre. Alors on a choisi une direction artistique qui va plaire ou ne pas plaire. Il faut savoir que dépendamment de notre interlocuteur, dépendamment du festival que vous représentez, de l'office du tourisme que vous représentez, du parc d'attractions que vous représentez, on va être capable de personnaliser l'expérience. Encore une fois, c'est juste un bout de notre métier. Nous, notre cœur de métier, c'est la 3D et l'interactivité, et on la déploie sous toutes ses formes, web. Quand je parle de web, c'est qu'on a trouvé une solution aujourd'hui pour utiliser le web pour aussi interagir avec ce type d'expérience. Très bien. Vous avez besoin de combien de temps encore? On va être bon ou pas? Ouais, alors vas-y Rémi, lance quand tu veux. Du coup, je vous laisse la scène, Olivier. Ouais, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne. Alors, on va juste te demander de te mettre ici. Je me permets de tutoyer. Tu as une Kinect, et si tu tends tes bras, tu vas pouvoir vers la Kinect. Alors, du coup, c'est ça qui est un peu délicat. Tu vas pouvoir voir. Alors, on voit qu'un bras ici. Il faut que tu lèves un peu plus haut, s'il te plaît. Voilà, tu vois tes 2 bras. Et je vais tout simplement te demander d'abord d'applaudir. Un clap, 2 claps. Alors, pour l'instant, c'est très silencieux. Encore une fois, vas-y. On vous le fait d'abord en silence, après on va rajouter de la musique. Donc on a créé une petite étoile dans l'univers. Et maintenant, on va tout simplement te demander, et c'est un peu ironique, en étant Dieu, de prier. Donc de mettre tes mains l'une avec les autres pour créer l'univers, pour créer la particule. La particule crée le monde, et 3 œufs apparaissent, les œufs de l'humanité. Maintenant, en te déplaçant de gauche à droite, tu vas pouvoir choisir l'œuf que tu souhaites sélectionner. N'hésite pas à te décaler. Voilà. Tu choisis celui de gauche, reste dessus. Et la vie éclot. L'éclos, c'est ce petit tubulaire
C'est finalement l'origine de la vie. Et maintenant, c'est là où tu vas vraiment pouvoir te prendre pour Dieu. C'est que je te conseille tout simplement de prendre tes bras et de les lever au ciel et de créer le monde avec nous. Encore, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et on va demander la musique. Est-ce qu'on a la musique maintenant ? Alors ça prend un peu de temps, on accumule l'énergie. Et tu peux recontinuer à bouger. Alors on a un petit problème de latence, hein, effectivement, à cause du circuit, mais on s'élève tout doucement en haut de l'univers. Avec de la particule qui va vibrer en musique. Voilà, donc c'est une petite expérience très courte. Merci beaucoup pour la participation. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'en profite pour glisser un petit mot à l'attention de Rémi. Rémi, qui est notre CTO ici, qui a eu pas mal de stress, donc vous pouvez aussi le remercier Bravo, énormément et l'applaudir, c'est pas forcément évident. Bravo Rémi. On a fait ça en très peu de temps. Je peux vous garantir qu'on peut aller bien plus loin, si vous nous faites confiance. Bon, merci pour cette expérience. Donc je sais, ça vous a demandé pas mal de travail. Ouais. Installez-vous ici, comme ça on verra bien à l'écran. Un mot sur ce genre d'expérience, à qui vous les vendez ? Qui sont vos clients ? Alors honnêtement, aujourd'hui personne. On est là pour être honnête. Aujourd'hui personne. Aujourd'hui, la plupart de nos projets, de notre portfolio, et je pense qu'on va peut-être avoir... Jérôme, tu avais des vidéos peut-être à nous lancer derrière ? Ouais, ça arrive. Aujourd'hui, tout arrive au Garocamp. Tout arrive. Aujourd'hui, on a effectivement déjà pas mal de clients. On a 100 projets qui ont été livrés sur des grands comptes, Orange, EDF, Valeo, du Zodiac, du Red Bull. Donc c'est quand même des marques qui sont assez présentes. Ouais. Mais pour des expériences qui vont être beaucoup plus axées sur l'interactivité écran, sur l'utilisation d'effets spéciaux, sur de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte. Et toujours dans l'optique de, encore une fois, faire découvrir la marque de l'entreprise différemment. Alors différemment, ça va être une visite émotionnelle, ça va être une visite du site touristique, une visite des chais, des châteaux, grâce à la réalité virtuelle, grâce à la réalité augmentée. Et puis effectivement, on a quelques animations comme ça qui marient, on va dire, les effets spéciaux et la musique. Et notre intention derrière, c'est finalement d'agrémenter, d'enrichir le festival grâce à ce type de technologie pour que finalement le festivalier non seulement écoute la musique, mais bouge avec la musique, ressente la musique, et on peut même aller plus loin, vote pour les visuels qu'il a envie de voir derrière le DJ si on veut vraiment aller plus loin. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut faire. C'est vrai que c'est un point, on l'évoquera aussi cet après-midi et puis demain. Il y a beaucoup d'innovations dans les festivals, mais l'expérience, elle, de concert n'a encore pas beaucoup changé depuis 25 ou 30 ans. Donc il y a peut-être des espaces à inventer avec des partenariats de marques ou autres. Est-ce que vous avez des limites ? Est-ce qu'il y a des limites aujourd'hui ? Bien sûr. Il y a des freins, des choses que vous voudriez faire et que vous ne pouvez pas faire ? Bien sûr, il y a des limites. Alors, les limites, on les repousse au fur et à mesure. J'entendais notre cher collègue qui avait une description un peu caricaturale au départ de la VR. Moi, je trouve que Oculus, HTC Vive, ils ont maintenant des contrôleurs qui nous permettent vraiment d'aller assez loin dans l'interaction, pointer du doigt, faire le pouce, saisir des objets, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Pour autant, on a toujours envie de repousser effectivement ces limites. Les limites, elles vont tomber au fur et à mesure par la puissance de calcul d'ordinateur, par la résolution des manettes, par la portabilité qui est aussi potentiellement un problème en soi. Là, effectivement, et puis effectivement, la dernière limite aussi qu'on va avoir, c'est aujourd'hui, en termes de setup, on a besoin d'un petit peu de temps pour mettre en place l'installation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé simplement de montrer le haut du corps, mais on peut très bien aussi capturer l'ensemble des mouvements et avoir quelque chose de plus fin quand on s'y prend un peu plus à l'avance. Très bien. Les clients dont vous parliez tout à l'heure, c'est vous qui amenez les idées, c'est eux qui les ont. Comment se construit un projet ? Ça dépend. La plupart du temps, on va dire, on n'est pas... on est un peu on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Aujourd'hui, on a une équipe, on est en tout, alors si on considère le groupe dans son ensemble, une cinquantaine de collaborateurs, 40 tech, mais on n'est pas encore bon dans la communication, on n'est pas encore bon dans le réseau, on s'améliore au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, ça a plus été de l'opportunité. C'est-à-dire, on a vu des clients qui étaient intéressés par notre travail, notre portfolio, et qui ont eu envie de décliner ça dans le cadre de leur marque. Et donc le process, généralement, ça va être
une rencontre client, une compréhension des besoins, s'assurer finalement que la technologie est le bon outil pour répondre à ce besoin. Ça ne sert à rien de mettre la technologie partout, il faut qu'elle ait un sens. Et à partir du moment où on a compris ce besoin, on développe un cahier des charges et on a à ce moment-là tout le process qui se met en place, directeur artistique, chef de projet, directeur artistique, développeur, modélisateur, etc. On a tout en internalisé, ce qui est plutôt confortable. Bon, ici, imaginons, je suis directeur de festival, un festival équivalent à Garorock, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme idée comme ça? Qu'est-ce que vous pourriez proposer d'assez simple? J'en parlais un peu demain, mais je peux quand même faire un peu de teasing. Aujourd'hui, on a 3 projets qu'on aimerait bien placer effectivement dans les parcs d'attractions et des festivals. Allons-y, vous avez des commentaires devant vous. J'imagine. Le premier, c'est tout récent. On a commencé à s'intéresser effectivement à la VR multi-utilisateur. Aujourd'hui, le problème de la réalité virtuelle, c'est que vous êtes tout seul dans votre casque. Donc vous vivez l'expérience un peu pour vous-même. Voilà, c'est un peu dommage. Aujourd'hui, on est capable de faire des univers virtuels avec plusieurs utilisateurs qui vont interagir ensemble et qui vont découvrir le monde ensemble. On n'est pas les seuls à le faire, loin de là. Mais pour autant, je pense qu'on n'est pas trop mal sur le sujet. Et on pense qu'il y a énormément d'animations à faire dans ce sens, soit sur la thématique du festival, la thématique du site touristique, ou une thématique plutôt musicale, artistique. Donc ça, c'est le premier projet. Deuxième projet qu'on aimerait bien mettre en place, effectivement, c'est de la scénographie vivante. C'est un peu comme on l'a fait ici. C'est de vraiment habiller les festivals qui vont en visuel, qui vont varier non seulement avec la musique, mais aussi avec le comportement des utilisateurs sur des façades. Et puis le troisième... Ça pourrait être une foule aussi? Ça pourrait être une foule qui... Ça pourrait être une foule. Je regarde Rémi, qu'est-ce que tu en penses? On va toucher aux limites. Non, on l'a déjà fait effectivement avec plusieurs personnes qui étaient facilement identifiables dans un univers. Une foule, un amas, ça commence à être un peu plus compliqué. Très bien. Ah, il y a une précision. Rémi. On a fait un pong géant avec un public de 800 personnes à l'ECV à Paris. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit. Donc ça peut être une foule, très bien. Donc ça, c'est le deuxième projet à interagir dans la scénographie. Et alors, le troisième, c'est notre petit bébé. Et encore une fois, c'est Rémi qui a bossé dessus. Donc heureusement qu'on l'a aujourd'hui, en plus de notre équipe. Mine de rien, sur l'installation qu'on a fait, il y avait Paul, Geoffroy, etc. Le troisième petit projet, on est en train, donc, comme j'expliquais au départ, de développer un système qui va nous permettre, via une page web, potentiellement utilisable sur votre smartphone, de vous connecter avec une expérience 3D interactive. Et ça répond à une question, alors ça répond à plein de questions. Ça répond à la question de je suis ici, je veux voter, j'ai pas envie d'aller sur un Google Survey, je vais pouvoir faire un vote via une page web et avoir un visuel sympa qui s'affiche. Pour autant, quand on est venu ici, la première chose à laquelle on a pensé, c'est on a aujourd'hui des festivals et des parcs d'attractions qui ont des longues files d'attente, avec des gens qui sont en train d'attendre devant la porte et qui attendent l'attraction. Aujourd'hui, on serait capable, grâce à cette technologie web, d'avoir un écran qui est quelque part disponible dans la file d'attente et de permettre aux 50 personnes qui attendent de jouer ensemble juste grâce à leur smartphone web et de collaborer ou de construire des choses ensemble. Un quiz, voilà, un jeu, ça peut être ça. Très bien, et ça peut être de la signalétique aussi sur un aspect beaucoup plus réponse à un besoin logistique. Parfait, très bien. Merci pour ces explications. Est-ce qu'on a quelques questions dans la salle suite à cette démonstration? Je ne vois pas la salle. Voilà. Est-ce qu'on a quelques questions? Non, pas forcément. Peut-être un mot avant de terminer sur la suite. On parlait des limites tout à l'heure. Est-ce que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui et dont vous rêvez déjà? Je pensais avoir évité la question. Non, est-ce que... C'est les journalistes, ils veulent toujours savoir le coup. Non, c'est normal. Non, sincèrement, on avance au fur et à mesure. Il y a des limites, il y en a des tonnes. À chaque projet, effectivement, on a des choix à faire parce qu'il y a des incertitudes, parce qu'on a envie de livrer un projet qui est propre. Donc, des limites, il y en a. Maintenant, vous en citez une comme ça, ça va être effectivement la résolution, la puissance de calcul, le nombre de personnes potentiellement qu'on peut traquer dans des conditions données. On a fait une installation sur les galeries du printemps, on a réussi à la gérer, mais pour autant, on avait des incertitudes qui étaient liées au reflet des vitres, à la luminosité, au contraste, et c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure avec le nombre de projets livrés à gérer. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a 12 ans d'existence, 100 projets, donc on commence à avoir un peu de recul sur ce type de sujet. Donc ce n'est que le début. J'espère. Très bien. Merci Olivier pour cette expérience décoiffante. Ce n'est que le début aussi du Garocamp. On vient de terminer la première matinée. On va se retrouver cet après-midi avec des ateliers et puis vers 16h, un focus sur les startups du secteur musical en compagnie de Fabrice Jallet de l'IRMA. Merci à tous pour cette première matinée, pour votre écoute. À tout à l'heure, bon appétit et on se voit cet après-midi.